Dans l'espace, l'obscurité entre des points de lumière aveuglantes cache des trous noirs béants, affamés et effrayants. Leur obscurité complique la tâche d'obtenir des informations détaillées sur ces monstres de l'espace qui incombent aux astronomes. Lorsqu'une étoile puissante et massive atteint la fin de sa vie, elle ne peut pas s'évanouir dans le néant. L'un des scénarios les plus probables est que l'étoile arrivera à court de son combustible nucléaire. Puis, dans un éclair de lumière, elle s'effondrera sous sa propre gravité. Si l'étoile était assez grande, elle se transformera alors en un trou noir. Il existe un type hypothétique de trou noir appelé primordial. Les scientifiques n'ont jamais eu la preuve réelle de leur existence. Ces trous sont incroyablement vieux et relativement petits, selon les normes d'un trou noir bien sûr. Les astronomes pensent qu'ils auraient pu apparaître quelques millisecondes après le Big Bang. À cette époque, les étoiles et les galaxies n'étaient pas encore nées. Cela signifie que les trous noirs primordiaux ont probablement été les témoins de toute l'histoire de l'univers. À ce jour, les plus petits trous noirs primordiaux se sont très probablement évaporés. Mais les plus gros peuvent encore être disséminés dans l'espace. Mais comment sont apparus les trous noirs primordiaux? Au tout début, l'espace était différent. Dans certaines zones, il faisait plus chaud et dans d'autres, plus frais, tandis que certaines zones étaient extrêmement denses. Les scientifiques pensent que ces zones denses auraient pu s'effondrer en trous noirs primordiaux. Mais le plus étrange, c'est que ces trous sont peut-être si petits justement parce qu'ils sont apparus juste après le Big Bang. Plus un trou noir mettrait de temps à apparaître, plus il serait grand. La différence de masse entre les trous noirs les plus anciens, plus petits, et les plus jeunes, plus grands, est considérable. Compare une masse 1000 fois plus grande que celle de notre Soleil à celle d'un dragibus, et tu auras une idée. Il existe une théorie selon laquelle les trous noirs primordiaux auraient pu être constitués de matière noire. On pense que cette matière représente environ 80% de la masse de l'univers observable. Les astronomes ne peuvent pas voir directement cette substance bizarre car elle n'émet pas de lumière ni aucune sorte d'énergie. L'idée est restée marginale pendant des décennies, mais récemment, les scientifiques ont réalisé qu'il y a beaucoup plus de trous noirs dans l'univers qu'ils ne le pensaient. Et cela signifie que la théorie pourrait bien être vérifiée. Et la vaste population de trous noirs du Big Bang, qui nous est encore cachée, pourrait non seulement être constituée, mais être de la matière noire. Après tout, les astronomes n'ont pas encore observé une seule particule de matière noire, même après des décennies de recherche. Certains scientifiques affirment que la matière noire ne peut pas être composée de tonnes de trous noirs primordiaux de différentes tailles. Ils se heurteraient bien trop souvent pour que cela puisse fonctionner. D'autres objectent que les trous noirs peuvent exister par paires, puis un troisième peut toujours s'approcher de la paire et remplacer l'un des trous initiaux. Après tout, notre univers grouille de trous noirs. Ce processus se répéterait encore et encore, ce qui signifie qu'il n'y aurait presque pas de fusion ou de collision. Les trous noirs primordiaux pourraient se regrouper en amas d'une taille équivalente à la distance entre notre Soleil et l'étoile la plus proche. Chacun de ces amas pourrait abriter des milliers de trous noirs, tous entassés les uns contre les autres. Un gigatrou noir, d'une masse équivalente à 30 fois celle du Soleil, pourrait se trouver au centre. Et d'autres, plus petits et plus banals, pourraient occuper le reste de l'espace. De tels amas pourraient se trouver partout où les astronomes pensent que se trouve la matière noire. Mais jusqu'à présent, il ne s'agit encore que d'une théorie, aussi enthousiasmante soit-elle, et certains scientifiques ne la soutiennent pas encore par manque de données. Les trous noirs se comportent parfois comme des volcans galactiques massifs. De temps en temps, ils entrent en éruption. Mais au lieu de cracher de la lave, ils produisent d'énormes quantités d'énergie, et cela crée des trous béants dans la matière et le gaz environnant. Récemment, les scientifiques ont découvert l'un des plus grands cratères de l'univers. La radio et les télescopes à rayons X ont détecté un trou noir supermassif qui est entré en éruption il y a de nombreuses années. Cela s'est produit dans un amas de galaxies à environ 390 millions d'années-lumière de la Terre. Le cratère alors formé, qui était en fait un trou percé dans le gaz chaud de l'amas, pouvait contenir 15 fois la Voie lactée. Récemment, des astronomes ont découvert que l'une des étoiles les plus massives de notre voisinage pourrait bien avoir disparu. L'étoile planait dans l'espace à 75 millions d'années-lumière de la Terre, ce qui est trop loin pour que les scientifiques puissent distinguer clairement les différentes étoiles, à moins qu'elles ne soient vraiment massives comme celle dont nous parlons. Elle était gigantesque et brillait 2,5 millions de fois plus que notre Soleil.
Les astronomes ont vu pour la dernière fois la lumière de l'étoile en 2011. Mais quand ils ont décidé de l'examiner de plus près, plusieurs années plus tard, ils ne l'ont pas trouvé. Les étoiles aussi énormes s'éteignent généralement dans une supernova extrêmement brillante. Mais là, rien du tout, ce qui a laissé les scientifiques tout à fait perplexes. Une théorie affirme qu'elle s'est effondrée en un trou noir, et c'est arrivé sans déclencher une supernova au préalable. Cela se produit parmi les étoiles qui approchent de la fin de leur vie, mais c'est très rare. K2 141b est une planète située en dehors de notre système solaire. À première vue, elle n'est pas si différente de la Terre. Elle possède des océans liquides qui s'évaporent en nuages, se condensent et retombent sur la surface sous forme de pluie. Mais au lieu de l'eau, tout cela se passe avec de la roche. La surface de l'exoplanète est recouverte de mers de lave de plusieurs dizaines de kilomètres de profondeur. Les températures sur K2 141b atteignent 2800 degrés Celsius pendant la journée. C'est assez chaud pour que le magma des océans se vaporise dans l'atmosphère. Ensuite, les vents supersoniques, qui peuvent se déplacer à une vitesse de 1,6 km par seconde, transportent cette vapeur de roche vers le côté obscur de la planète. Le magma vaporisé se refroidit, redevient liquide et tombe sous forme de pluie rocheuse. Il va te falloir un bon parapluie. Une étoile appartenant à la galaxie GSN 069 pourrait se transformer en une planète de la taille de Jupiter dans les prochains billions d'années. Tout cela grâce aux rencontres régulières de l'étoile avec un trou noir. Tout d'abord, les astronomes ont remarqué des éclats de rayons X bizarres. Ils étaient très brillants et se produisaient toutes les 9 heures. Après avoir examiné ce phénomène, les chercheurs ont réalisé qu'il s'agissait d'une étoile qui se trouvait sur une orbite unique autour d'un trou noir. Et les éclairs qu'ils ont vus étaient la matière qui se détachait de la surface de l'étoile. Ce phénomène se produisait chaque fois que l'étoile passait devant son hôte. Au cours de millions d'années, le trou noir a déjà transformé la géante rouge en naine blanche, et le processus ne va pas s'arrêter de sitôt. Les astronomes ont récemment découvert des traces de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Sur Terre, ce gaz incolore et inflammable se trouve souvent à proximité de microbes. C'est pourquoi une nouvelle théorie affirme qu'il pourrait y avoir de la vie sur Vénus. Mais si c'est le cas, elle ne peut apparaître que dans les nuages, car aucun organisme vivant ne pourrait survivre à l'environnement extrême de cette planète. Sa surface est en effet incroyablement sèche, dépourvue d'eau liquide et avec une pression 90 fois supérieure à celle de la surface terrestre. Les températures y atteignent presque 480 degrés Celsius, ce qui est suffisant pour faire fondre certains métaux. Du méthane, un gaz généralement produit par les êtres vivants, a été découvert sur Mars en 2013. Le vaisseau spatial Mars Express de l'Agence spatiale européenne l'a détecté dans le cratère Gale près de l'équateur martien. Cette découverte pourrait un jour apporter des réponses quant à la présence de vie sur Mars. L'astéroïde 2019 OK a effrayé les scientifiques en passant près de notre planète en juillet 2019. Ce rocher assez massif, jusqu'à 122 mètres de diamètre, est apparu de nulle part. Il a voyagé très près de la Terre, à seulement 72 000 km. C'est moins d'un cinquième de la distance qui sépare la Terre de la Lune. La couche extérieure du Soleil est bien plus chaude que sa surface. Les températures varient entre 5500 degrés Celsius près de la surface et 555 000 degrés Celsius au niveau de la couronne, c'est-à-dire la couche la plus externe du Soleil. La raison de ce phénomène pourrait être les nano-éruptions. Ce sont de puissants éclats de chaleur réguliers provenant de l'étoile. Une autre théorie désigne plutôt la couche qui se trouve juste sous la surface du Soleil. Elle semble générer un faible champ magnétique. C'est pourquoi, lorsque l'énergie de cette couche quitte le Soleil, elle chauffe la couronne à travers un réseau de branches et de racines magnétiques. La Lune est peut-être encore en train de rétrécir. Le diamètre de notre satellite naturel a perdu 45 mètres depuis plusieurs centaines de millions d'années. Si ses entrailles continuent de se refroidir, cela pourrait expliquer les séismes qui secouent la surface de la Lune. En 2019, l'atterrisseur InSight de la NASA, dont le but était d'étudier l'intérieur de Mars, a enregistré le premier tremblement de Mars de l'histoire. Ces séismes se sont répétés à raison de 2 par jour environ. La plupart d'entre eux étaient minuscules. Tu ne les ressentirais même pas s'ils se produisaient sur notre planète. Jusqu'à présent, plus de 300 séismes y ont été détectés. Ce sont les premiers séismes enregistrés sur un corps céleste autre que la Terre ou la Lune.
Un autre phénomène mystérieux découvert par la mission était les étranges impulsions magnétiques. Elles se produisaient chaque nuit autour de l'atterrisseur. On ne sait toujours pas ce qu'étaient ces impulsions. L'atmosphère de Pluton s'élève beaucoup plus haut au-dessus de la surface de la planète naine que celle de la Terre. Elle comporte également plus de 20 couches, toutes glaciales et extrêmement condensées. D'ailleurs, notre Lune a aussi une sorte d'atmosphère, appelée exosphère. Elle se compose d'hélium, de néon et d'argon, mais elle est 10 billions de fois moins dense que l'atmosphère terrestre. Après avoir reçu les dernières instructions de votre équipe, vous montez à bord de votre vaisseau spatial. C'est le premier engin fabriqué sur Terre capable de se déplacer à une vitesse proche de celle de la lumière. Votre mission consiste à visiter les endroits les plus insolites et les plus terrifiants de l'espace et à envoyer aux scientifiques des rapports détaillés. Et votre voyage commence. Votre vaisseau spatial accélère et vous dépassez la Lune. Au loin, vous apercevez une petite planète rougeâtre, c'est Mars. Et regardez cette géante tout entourée d'anneaux. C'est Saturne. Vous aimeriez bien avoir plus de temps pour explorer cette géante gazeuse, mais vous devez vous dépêcher. Vous passez de belles étoiles. Certaines sont lumineuses, d'autres ont une teinte rouge et d'autres semblent être en train de s'éteindre. C'est le Koa de Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel nocturne terrestre. Elle se trouve à environ 8,6 années-lumière de nous. Mais vous voyagez vite et vous apercevez bientôt Polaris, l'étoile polaire, située bien plus loin, à 431 années-lumière. Parfois, vous parvenez à distinguer de minuscules points entourant ces étoiles. Ce sont des planètes. Et soudain, vous ne voyez plus rien. Vous êtes d'abord horrifié. Quelque chose aurait-il mal tourné, vous envoyant accidentellement dans un trou noir? Votre équipement est-il défectueux? Car il semble qu'à une distance de 700 millions d'années-lumière de la Terre, il y ait un trou. Un vide sans galaxie, sans étoiles, sans planètes, sans astéroïdes. Il n'y a plus rien du tout. Ce vide est une région à peu près sphérique d'environ 330 millions d'années-lumière de diamètre. Notre galaxie, la Voie lactée, pourrait y tenir des milliards de fois. C'est alors que vous vous rendez compte qu'il s'agit du mystérieux vide du Bouvier. Il se trouve à environ 700 millions d'années-lumière de la Terre dans la constellation du Bouvier. Le vacher qui conduit la charrue autour du pôle Nord. À l'origine, on appelait cette région le Grand Vide. Ensuite, on lui a donné le nom qu'elle porte aujourd'hui. Nous savons que les galaxies forment comme une toile gigantesque. La plupart appartiennent à de longues structures appelées filaments. Ceux-ci serpentent dans le cosmos et, lorsqu'ils se rejoignent, ils forment des régions à forte concentration de galaxies. Ces zones portent le nom d'amas de galaxies. Mais entre les amas et les filaments, il peut y avoir d'énormes espaces vides sans presque aucune galaxie. Ces vides représentent en fait près de 80% de l'univers observable, et la plupart d'entre eux sont énormes, entre 30 et 300 millions d'années-lumière de large. Le vide du Bouvier est l'un des plus massifs. Il a même décroché le titre de supervide. Les astronomes pensent qu'il pourrait résulter de la fusion de plusieurs vides plus petits. Mais qu'est-ce qui a bien pu provoquer l'apparition de ces gigantesques zones vides? La raison pourrait se trouver dans l'origine de l'univers. À ses débuts, toute la matière de l'univers était compacte. Les astronomes pensent même qu'il s'agissait d'une sorte de soupe uniforme. Mais très vite, des fluctuations quantiques aléatoires ont commencé à disperser cette matière. Certaines zones sont devenues plus denses. En conséquence, leur attraction gravitationnelle s'est renforcée et elles se sont mises à prélever de la matière dans les régions moins denses. Et elles en sont devenues encore plus denses, ce qui leur a permis d'attirer de plus en plus de matière. Parallèlement, les amas plus petits ont commencé à s'éloigner du centre, formant les galaxies. Après avoir contemplé le néant pendant un certain temps, vous décidez d'explorer d'autres objets spatiaux et de redémarrer le moteur de votre vaisseau spatial. Il y a un type de formation que vous étiez impatient de découvrir, les nébuleuses. Ce sont de gigantesques nuages de gaz et de poussière. Avec le temps, la gravité les rapproche eux aussi entre eux. Ils deviennent de plus en plus gros, et leur attraction de plus en plus forte. Cela vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? Un jour, toute cette masse finit par s'effondrer sous l'effet de sa propre gravité et par former de nouvelles étoiles. Vous décidez de visiter quelques-unes des plus belles nébuleuses. Vous commencez avec la nébuleuse du Papillon. L'envergure de ce papillon fait plus de 3 années-lumière.
Sa structure intérieure est l'une des plus complexes jamais observées. Son étoile centrale, une naine blanche, chauffe à une température incroyable de 250 000 degrés Celsius. Cela signifie qu'elle s'est formée à partir d'une étoile gargantuesque, probablement plus de 5 fois la taille de notre Soleil. Cette naine blanche est entourée d'un épais disque de poussière et de gaz à l'équateur. C'est probablement ce qui donne à l'ensemble de la structure l'aspect d'un sablier ou d'un papillon. Le prochain endroit que vous décidez de visiter est la nébuleuse de l'Esquimau, située à 5000 années-lumière de la Terre, dans la constellation des Gémeaux. Elle a été découverte il y a plus de 200 ans et son nom n'est pas anodin. Sa formation à double coque ressemble au visage d'une personne cachée dans la capuche, rembourrée d'une veste d'hiver. En réalité, cette parka est un disque de matière contenant un anneau d'objets en forme de comète. Les queues de ces objets se détachent de l'étoile située au centre de la nébuleuse. Ces étranges traînées oranges dans la partie extérieure du nuage s'étendent sur des années-lumière dans toutes les directions. Quant au visage de l'Esquimau, même s'il ressemble à une boule de ficelle, il s'agit en réalité d'une bulle de matière soufflée dans l'espace par le vent à grande vitesse que produit l'étoile centrale. Votre prochaine destination est la nébuleuse de la Lyre. À première vue, il s'agit d'un gigantesque nuage de poussière et de gaz entourant une vieille étoile presque éteinte et qui ressemble à un anneau. Mais les astronomes affirment que cette nébuleuse n'est pas un bagel, mais bien un beignet à la confiture. Cet objet coloré, situé à plus de 2000 années-lumière de la Terre, est en fait un anneau qui s'enroule autour d'une structure bleue en forme de boule. Chaque extrémité de cette structure dépasse les côtés opposés de l'anneau. Vous pouvez désormais vous rendre dans une région qu'on appelle les piliers de la création. Vous la trouverez à plus de 7000 années-lumière de la Terre, dans la nébuleuse de l'Aigle. Il s'agit d'un jeune amas d'étoiles âgé de seulement 5,5 millions d'années, des bébés de l'espace. Le télescope spatial Hubble a réussi à photographier plusieurs silhouettes sombres près du centre de la nébuleuse. Aujourd'hui, vous pouvez les voir de vos propres yeux. Il s'agit des célèbres piliers de la création, une région active de formation d'étoiles. Et puisque vous avez déjà visité une région où naissent de nouvelles étoiles, vous partez à la découverte d'un fossile vivant. DG7 est aussi grande que notre Voie lactée, mais elle est presque invisible, car ces étoiles sont très dispersées. Ce qui rend cette galaxie si unique, c'est qu'elle est toute seule, contrairement aux autres galaxies de ce type, que l'on trouve généralement dans des amas. Cela peut signifier que DGS-ATI s'est formé à une autre époque, probablement 1 milliard d'années après le Big Bang. Voilà pourquoi on parle de fossiles vivants. La prochaine étape de votre visite est le pulsar dit Veuve Noire. Tout comme son homonyme araignée, cette étoile à neutrons en rotation se nourrit de sa partenaire, une petite naine brune. Plus le pulsar consomme de matière, plus sa rotation ralentit. L'énergie que l'étoile à neutrons perd au cours de ce processus entraîne l'affaiblissement de l'étoile qui l'accompagne. Oh, et regardez ça! Une pouponnière stellaire dans la constellation du Centaure. Mais bien que son nom évoque quelque chose de doux, cette région est loin d'être paisible. Elle est composée d'hydrogène et d'étoiles naissantes et est située dans une des nébuleuses de la constellation du Centaure, à environ 6500 années-lumière de la Terre. L'énergie intense émise par ces bébés ou étoiles fait briller les nuages d'hydrogène d'un rouge plutôt sinistre. Toute cette énergie est si puissante qu'elle dévore les nuages de poussière qui disparaissent comme des morceaux de beurre sur une poêle à frire chaude. Vous poursuivez votre voyage et vous apercevez une chose tout à fait étonnante. Un nuage d'eau qui flotte dans l'espace. Pour être plus précis, il s'agit d'un nuage de vapeur d'eau entourant un trou noir supermassif situé à 12 milliards d'années-lumière de la Terre. Ce nuage contient 140 000 milliards de fois le volume total d'eau de notre planète. Les astronomes pensent qu'il serait apparu 1,6 milliard d'années après la naissance de l'univers. Dans l'espace, personne ne vous entend crier. Comme chacun sait, les explosions d'étoiles, les astéroïdes qui s'écrasent et les planètes en feu ne font pas de bruit dans l'espace. Vraiment ? Et si on pouvait bel et bien entendre certains bruits là-haut ? Ok, retour à l'école. Le son est une onde mécanique provenant d'une vibration. Mais qu'est-ce que ça signifie exactement ?
L'exemple le plus parlant est celui des cordes de guitare. Si tu grattes l'une d'entre elles, elle se met à vibrer. Les atomes à l'intérieur de la corde en métal commencent à s'agiter et à heurter les atomes de l'air qui les entourent. Les atomes se poussent les uns les autres jusqu'à ce que certains atteignent nos oreilles. C'est comme la vaguelette créée par un caillou jeté dans un étang. Et cela se produit très rapidement, à une vitesse d'environ 340 mètres par seconde. Ensuite, nos tympans commencent à vibrer à la même fréquence. Et les petits os à l'intérieur de nos oreilles transmettent cette vibration au cerveau. Le cerveau opère alors sa magie, reconnaît le motif et le transforme en son. Super! Maintenant, nous savons que nous avons besoin de certaines particules pour créer du son, et nous pouvons trouver ces particules dans les gaz, les liquides et les substances solides. Mais qu'en est-il de l'espace? C'est un vide presque parfait. Et tu as probablement déjà entendu dire qu'il n'y a pas de son dans l'espace puisque c'est un vide. Mais qu'est-ce que ça signifie réellement? Un vide parfait est une zone totalement dépourvue de matière. Cela signifie qu'il n'y a rien à cet endroit. Oui, malgré tous ces corps célestes dans l'espace, il n'y a pas d'air entre eux, aucun atome ni particule. Rien du tout. En fait, presque rien. Pour être tout à fait exact, le vide parfait n'existe pas vraiment. On ne peut pas se débarrasser définitivement des atomes. Mais l'espace est très proche de cette notion. En moyenne, il y a 1 à 5 atomes par centimètre cube. Cela peut sembler être beaucoup, mais il faut garder à l'esprit que ces atomes sont microscopiques et la distance de vide qui les sépare est énorme. À titre de comparaison, 1 cm3 d'air contient environ 1000 atomes. Alors, bien sûr, avec une densité aussi faible, ces atomes ne peuvent pas se pousser les uns les autres, même si la vibration est très forte, comme dans le cas d'une supernova par exemple. Ils ne pourront toujours pas le faire. Mais alors, les films nous mentent. Toutes ces scènes spatiales épiques se déroulent en fait dans un silence presque gênant. Pas si vite. Et si on te disait qu'il y a, en réalité, certaines façons d'entendre le son dans l'espace? Tout d'abord, il y a toujours du bruit sur d'autres planètes. S'il y a une atmosphère sur un corps spatial, ou au moins quelque chose comme du gaz, de l'eau ou une surface solide, il y aura du bruit. Dans notre cas, l'atmosphère devient complètement silencieuse à environ 100 km au-dessus de la surface de la Terre. C'est là que le ciel cesse d'être bleu et qu'un voile noir étoilé débute. Dans tous les cas, il faudrait atterrir sur une autre planète ou au moins s'approcher de son atmosphère pour entendre quelque chose. Mais quoi que ce soit, le son serait très différent. Prenons l'exemple de notre planète sœur, Vénus. L'atmosphère y est très dense. Les scientifiques la qualifient même pour plaisanter d'épaisse soupe chimique. Si tu parvenais à rester en vie et à parler là-bas, ta voix serait très différente. Elle serait beaucoup plus forte et plus profonde. Donc, si tu as toujours voulu chanter comme Pavarotti, maintenant tu sais quoi faire. Et que se passerait-il si la Terre avait une atmosphère plus dense? Qu'entendrions-nous? Eh bien, tu peux vaguement l'imaginer si tu as déjà été dans l'eau. L'eau est très dense, le son s'y déplace beaucoup plus vite et mieux que dans l'air, à une vitesse de presque 2 km par seconde. Si tu t'assieds dans une pièce vide sans source sonore, tu n'entendras pas grand-chose, n'est-ce pas? Maintenant, plonge ta tête dans l'eau et observe comment le même silence résonne ici. Ce n'est pas silencieux du tout. Même si tu ignores les sons omniprésents de l'eau elle-même, tu remarqueras immédiatement à quel point tu peux entendre ton propre corps. Comment ton sang pulse dans tes veines, comment ton cœur bat, le moindre mouvement de tes doigts. Assez effrayant, n'est-ce pas? Cela nous donne une idée de ce qui nous arriverait sur une planète dont l'atmosphère est plus dense. Et c'est tout simplement fou. Nous entendrions tout. Des animaux qui courent au mouvement des plaques tectoniques. Il est donc évident qu'il y a du son sur d'autres planètes. Mais qu'en est-il de l'espace? Il y en a aussi, par exemple, dans un nuage de poussière. Tu peux trouver de la poussière spatiale presque partout dans l'espace. Il peut s'agir des restes d'une étoile ou d'autres choses. Et dans ces endroits, tout est un peu plus dense que la normale. Cela signifie qu'il y a probablement des nuages de poussière où les particules sont très proches les unes des autres, ce qui signifie qu'elles peuvent produire des sons. Bien sûr, ceux-ci seront très faibles et transmis sur une très courte distance. Mais c'est quand même mieux que rien, non? Il se trouve qu'on a déjà enregistré un son spatial. Il provient de l'amas galactique de Persée,
qui se trouve à 250 millions d'années-lumière de nous. La NASA l'a enregistré en 2003. Il ressemble à une note en si bémol. Mais sa fréquence est si basse que l'oreille humaine, malheureusement, ne peut pas le percevoir. Mais à part ça, on ne peut entendre quelque chose qu'à l'intérieur des vaisseaux spatiaux. Après tout, ce sont de petites poches d'air. Dans une combinaison spatiale, tu entendrais aussi très bien les sons, y compris ta respiration ou la circulation de ton sang. Mais deux astronautes flottant côte à côte ne s'entendraient pas, même s'ils se rapprochaient et criaient très fort. C'est d'ailleurs assez cocasse. Si tu te cognais la tête contre quelque chose, le bruit serait très fort pour toi, mais ton collègue astronaute n'entendrait rien. C'est pourquoi les astronautes utilisent des appareils radio. Maintenant, de façon purement théorique, si tu pouvais d'une façon ou d'une autre sortir de ta combinaison spatiale et survivre, tu serais capable d'entendre les bavardages et les bruits qui se passent à l'intérieur du vaisseau spatial. Mais comment ? Simplement parce qu'il y a de l'air à l'intérieur du vaisseau qui transmet le son. Ce dernier atteint l'enveloppe métallique et la traverse. Si tu t'appuyais contre le vaisseau, en le touchant de préférence avec ton coude ou ton genou, le son serait transmis au cerveau directement par tes os, en ignorant les oreilles. Oui, nos os conduisent le son. C'est ainsi, par exemple, que les personnes sourdes écoutent de la musique. C'est ce qu'on appelle la conduction osseuse, que l'on utilise dans certains casques et autres technologies. Tu peux faire une petite expérience. Bouge tes oreilles avec tes doigts. Ferme-les bien pour ne quasiment plus rien entendre. Puis, essaye de toucher une source sonore. Il peut s'agir de n'importe quoi qui vibre. Par exemple, un haut-parleur qui joue de la musique. Avec une partie de ton corps où l'os est proche de la peau. Maintenant, observe, ou plutôt écoute, le miracle se produire. Tu peux entendre le son, non pas par tes oreilles, mais directement dans ton cerveau. En revanche, ne répète pas cette expérience dans l'espace. Maintenant, tu as probablement entendu parler de choses comme les sons de l'espace, où tu peux écouter, par exemple, les sons émis par le Soleil ou différentes planètes. Comment fait-on pour les enregistrer ? C'est assez facile. On utilise une autre façon d'entendre le son dans l'espace, les ondes électromagnétiques. En d'autres termes, une radio. La radio repose sur la même forme de rayonnement électromagnétique que la lumière. Ces ondes peuvent voyager dans le vide sans aucun problème. Les émetteurs des astronautes fonctionnent de cette façon. Un astronaute dit quelque chose à son collègue. Les ondes sonores se transforment en ondes radio, atteignent l'autre personne et sont ensuite reconverties en son. Et c'est ainsi que nous obtenons ce qu'on appelle les sons de l'espace. Notre planète est d'ailleurs très bruyante à cet égard. Nous envoyons une énorme quantité d'ondes radio dans l'univers, tous les signaux radio que nous avons déjà écoutés. Dommage qu'ils ne voyagent qu'à 110 années-lumière de nous. Mais après tout, c'est peut-être une bonne chose qu'on n'entende pas tout ce qui se passe dans l'espace. Imagine que le son puisse facilement voyager dans l'univers. On entendrait absolument tout, des éruptions solaires aux supernovas. Assourdissant, n'est-ce pas ? Le Soleil est une étoile de taille moyenne, et pourtant elle pourrait contenir 1 300 000 terres. L'étoile est aussi 333 000 fois plus lourde que notre planète. La NASA a traduit les ondes radio créées par l'atmosphère des planètes en sons audibles. C'est ainsi que les astronomes ont découvert que le son produit par Neptune ressemble aux vagues de l'océan, que Jupiter a l'air d'être sous l'eau, et que la voix de Saturne ressemble à la musique de films d'horreur. La Terre, elle, sonne un peu comme du jazz bebop. Bon, d'accord, ça je l'ai inventé. La surface du Soleil est brûlante, mais un éclair est 5 fois plus chaud. La Terre est frappée par 100 éclairs chaque seconde, ce qui représente 8 millions de coups de foudre par jour et environ 3 milliards par an. Incroyable! Si tu parviens un jour à aller sur la Lune et à voir des traces de pas récentes, cela ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un d'autre avec toi. Les empreintes de pas ou d'autres marques du même type peuvent subsister 1 million d'années là-bas, car la Lune ne possède pas d'atmosphère. Il n'y a pas de vent, même pas une petite brise qui pourrait, même lentement, effacer ces empreintes. Les astronomes ont trouvé le plus grand trou que nous ayons jamais vu dans l'univers. On l'appelle le vide géant et il s'étend sur une surface d'1 milliard d'années-lumière. C'est par accident qu'il a été découvert. L'un des membres de l'équipe de recherche s'ennuyait un peu et a voulu vérifier comment les choses se déroulaient dans la direction du point froid.
Il s'agit d'une anomalie dans la carte du fond diffus cosmologique, ou FDC en abrégé. Il s'agit d'une faible lueur qui atteint notre planète depuis différentes directions et remplit l'univers. Elle traverse l'espace depuis près de 14 milliards d'années et constitue ce qui reste de la production lumineuse qui a suivi le Big Bang. Alors, tu tombes en plein cœur d'un trou noir et tu te prépares donc à une triste fin. Pas de panique. Tomber dans un trou noir ne te détruira pas nécessairement, toi ou ton vaisseau spatial. Il faudrait choisir un trou noir de grande taille pour survivre. Si tu tombes dans un petit trou noir, ce qu'on appelle l'horizon des événements est très étroit. La gravité, quant à elle, s'intensifie un peu plus à chaque centimètre. Donc, si tu étends ton bras en avant, il y aura une grande différence de gravité qui s'applique entre tes doigts et ton coude. Cela aura pour effet d'allonger ta main, provoquant une sensation plutôt désagréable. Très désagréable pour être honnête. Les choses ne seraient pas tout à fait les mêmes si tu tombes dans un trou noir supermassif comme ceux qui se trouvent au centre des galaxies. Ces objets peuvent être des millions de fois plus lourds que le Soleil. Leur horizon des événements est vaste et la gravité ne change pas aussi rapidement. Ainsi, la force que tu ressentirais sur tes talons et au sommet de ta tête serait à peu près la même, et tu pourrais aller jusqu'au cœur du trou noir. Enfin, cela reste à prouver. Si tu regardes un film très touchant dans l'espace et que tu te mets à pleurer, tes larmes ne couleront pas. Elles s'accumuleront autour des globes oculaires. Tes yeux deviendront trop secs et tu auras l'impression qu'ils brûlent. Tout liquide exposé sur ton corps s'évaporera, y compris à la surface de ta langue. En parlant de brûler, c'est une chose que le feu ne peut pas faire dans l'espace. En effet, le feu peut se propager quand il y a un flux d'oxygène. Et comme il n'y en a pas dans l'espace, une fois qu'elles ont explosé, les étoiles ne sont pas censées revenir à la vie. Mais certaines étoiles ont survécu en quelque sorte à une grande explosion de supernova. Ces étoiles zombies sont plutôt rares. Les scientifiques en ont trouvé une très grosse appelée LP40-365. C'est une naine blanche partiellement brûlée. Une naine blanche est une étoile qui a brûlé tout son hydrogène, et cet hydrogène était auparavant son combustible nucléaire. Dans ce cas, l'explosion finale était peut-être plus faible qu'elle ne l'est habituellement, pas assez puissante pour détruire l'étoile en entier. C'est comme si une étoile avait voulu exploser mais n'y était pas parvenue, ce qui explique qu'une partie de la matière ait survécu. Si tu vas un jour dans l'espace, n'enlève pas ta combinaison, sauf si tu es dans un vaisseau spatial. Dans l'espace, l'air dans tes poumons se dilaterait, ainsi que l'oxygène dans le reste de ton corps. Tu serais comme un ballon, 2 fois plus grand que ta taille normale. Bonne nouvelle, la peau est suffisamment élastique pour te contenir, ce qui signifie que tu n'exploserais pas. Petit réconfort. Lorsqu'un objet entre dans un trou noir, il change de forme et s'étire comme des spaghettis. Cela se produit parce que la force gravitationnelle attire un objet dans une direction, tout en le comprimant dans une autre. Une sorte de paradoxe des pattes. Par ailleurs, un trou noir aussi gros qu'un atome a la masse d'une très grosse montagne. Il y en a un au centre de la Voie lactée appelé Sagittarius A. Il a une masse équivalente à 1 milliard de soleils, mais heureusement, il est très loin de nous. Si tu faisais un gros boom sur un astéroïde, tu ne serais pas capable d'entendre son bruit. Oui, nous entendons souvent le bruit des vaisseaux spatiaux et des batailles dans l'espace dans les films, mais ce n'est qu'un mythe. Le son est une onde qui se propage en raison des vibrations des molécules. Une personne frappe des mains à quelques mètres de toi. L'onde sonore commence à pousser la première molécule d'air à côté du claquement, puis la deuxième, la troisième, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'onde atteigne ton oreille. Pour diffuser le son, nous avons donc besoin de molécules comme l'air ou l'eau. Dans l'atmosphère, les ondes sonores se propagent très bien, mais l'espace est un vide. Donc, il n'y a rien à y entendre. Tu peux taper bruyamment dans tes mains, mais il n'y aura pas de molécules capables de vibrer et de transporter ce son. Donc, pour avoir une conversation, il faut soit une radio, soit une très bonne lecture des lèvres. Les météoroïdes sont en orbite autour du Soleil, tandis que la majorité des débris d'origine humaine sont en orbite autour de notre planète. Par exemple, nous avons lancé près de 9000 engins spatiaux dans le monde, des satellites aux fusées. Même les plus petits morceaux peuvent endommager un engin spatial à des vitesses aussi élevées. Galaxies, planètes, comètes, astéroïdes, étoiles, les corps spatiaux sont des choses que nous pouvons réellement voir dans l'espace, mais ils représentent moins de 5% de l'univers total. La matière noire, l'un des plus grands mystères de l'espace, est le nom que nous utilisons pour désigner toute la masse de l'univers qui nous est encore invisible. Et il y en a beaucoup.
Elle pourrait même constituer 25% de l'univers. L'énergie sombre constitue les 70% restants de l'univers. Ça fait bien 100%, non? Maintenant, regardons la Lune. Elle nous regarde toujours d'un seul côté. Cela signifie que la Lune a un côté sombre et que les rayons du Soleil ne l'atteignent jamais. C'est un mythe. Le fait est que la Lune est liée à la Terre par la gravitation. Il y a des jours et des nuits là-bas aussi. C'est juste que sa rotation est parfaitement alignée avec celle de la Terre. Ainsi, lorsque tu regardes la Lune, tu ne vois qu'un côté. Bien qu'il y ait aussi des jours où le Soleil y brille, donc ce n'est pas la face cachée, c'est la face éloignée. Et nous avons même des photos de cet endroit. Et il y a l'un des plus grands cratères de tout le système solaire, le bassin du pôle Sud-Aitken. Il est aussi large que 2 États du Texas. Yeehaw! Un mythe qui s'est aussi révélé faux insinuait que personne ne serait jamais allé sur la Lune. Ceci est la combinaison spatiale originale des premiers astronautes qui y sont allés. Regarde la semelle de la chaussure. Certaines personnes prétendent qu'il est impossible qu'ils aient pu laisser des empreintes comme celle-ci. En fait, c'est possible. Sur la Lune, les astronautes portaient des bottes supplémentaires par-dessus leur combinaison, et leurs semelles correspondaient parfaitement aux empreintes de pas sur la Lune. Les astronautes n'en ont pas eu besoin quand ils ont quitté la Lune, et les ont jetées quand la marche lunaire a été terminée. Ils ont d'ailleurs laissé beaucoup de choses là-bas. Ils ont même jeté les accoudoirs des sièges du module lunaire pour réduire son poids. En comptant toutes les missions lunaires Apollo, le poids total des déchets sur la Lune s'élève à environ 187 tonnes, y compris plusieurs rovers lunaires, des débris de vaisseaux spatiaux, 6 modules lunaires et toutes les expériences laissées derrière. C'est comme 3 Boeing 737. Un autre mythe sur le Soleil est qu'il est jaune. On va t'envoyer dans l'espace pour celui-ci. Tu regardes par la fenêtre et il est blanc. Le Soleil nous semble jaune seulement à travers le filtre de notre atmosphère. La composition de l'air et son épaisseur déforment juste la lumière de l'étoile. Mais les étoiles ont tout de même des couleurs différentes. Les étoiles plus froides ont des couleurs orange et rouge vive. Ce sont généralement de très vieilles étoiles, plus vieilles que notre Soleil. Mais les étoiles jeunes et très chaudes sont d'un bleu vif. Le Soleil se situe à peu près au milieu de ce spectre. Passons à un autre mythe, concernant les astéroïdes. Nous devons voler un peu plus loin que l'orbite de Mars. Wow! Nous voici dans une ceinture d'astéroïdes, et nous devons constamment esquiver des roches géantes et des blocs de glace. On s'est retrouvé au milieu d'un nuage dense et concentré en astéroïdes. Non, pas vraiment. Le fait est que l'espace est énorme, et les distances sont incroyables. Tous les rochers et débris de la ceinture d'astéroïdes ne représentent que 4% du poids de la Lune. Donc, il n'y en a vraiment pas tant que ça là-bas. Pour comprendre la dimension du vide dans l'espace, regarde la collision de 2 galaxies. Il y a des milliards d'étoiles dans chacune d'elles. Si on les mélange, il est peu probable qu'il y ait des collisions. Même ici. Tout le monde embarque! Bienvenue à bord du vaisseau de croisière intergalactique. Ton billet comprend une visite du groupe local de galaxies, avec notamment la grande et la petite galaxie de Magellan, la nébuleuse d'Orion, les galaxies d'Andromède et du Triangle, et quelques surprises supplémentaires. Ton billet, s'il te plaît. Sache que tu pourrais ressentir un léger picotement lorsque nous passerons en hyperespace. Le vaisseau et tout ce qu'il contient subit un changement de phase dimensionnel. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, les picotements disparaissent rapidement. Chers passagers, nous nous dirigeons vers la latitude galactique 180 degrés, le nord, comme les terriens ont l'habitude de l'appeler. Notre premier objet de curiosité sera une intense région de formation d'étoiles, connue sous le nom de M42, la nébuleuse d'Orion. Mais d'abord, une surprise spéciale du capitaine qui ne figure pas sur l'itinéraire annoncé. La nébuleuse de la tête de cheval. Elle se trouve à bâbord, c'est-à-dire à gauche pour toi. Son nom officiel est M43. L'étoile naissante au sommet de la tête de cheval crée un fort vent solaire et déforme le nuage nébulaire. Regarde-le bien maintenant, car, dans quelques milliers d'années, ces gaz seront complètement soufflés par la nébuleuse stellaire qui a donné naissance à notre Soleil. Et oui, disparu à jamais, à l'exception des gaz nébuleux capturés par Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Maintenant, l'une de nos jeunes exploratrices pose une question. Que signifie le M de M42 et M43 ? Eh bien, le M signifie Messier. Il fait référence à Charles Messier, un astronome français du XVIIIe siècle.
Il a publié un catalogue de 110 objets flous vus à travers l'un des premiers télescopes. La nébuleuse de la tête de cheval était le numéro 43 sur la liste. Nous verrons bien d'autres M en poursuivant notre visite. Admire plutôt, nous arrivons à la nébuleuse d'Orion. Les gaz de la nébuleuse peuvent sembler moins colorés que ceux à quoi tu t'attendais. C'est parce que nous sommes habitués à voir des clichés télescopiques à longue exposition et des photos retouchées conçues pour mettre en valeur les différents gaz de la nébuleuse. Nous suggérons d'utiliser la paire de lunettes teintées qui se trouve dans ton kit de vol, si tu veux améliorer ton expérience visuelle. Et c'est parti! C'est une bonne chose que nous soyons en hyperespace. Alors que nous nous approchons de l'amas d'étoiles du trapèze au centre, l'étoile brillante Θ C envoie un vent solaire soufflant à 8 millions de km/h, qui sculpte tout ce nuage de gaz et de poussière, créant des ondes de choc qui compriment les étoiles proches. Θ C est une méga-étoile, 200 000 fois plus brillante que le Soleil. Elle deviendra une supernova dans environ 1 million d'années. L'oxygène, l'hydrogène et le soufre brillent à l'état ionisé, comme une ampoule fluorescente. L'oxygène est bleu, l'hydrogène est rouge, le soufre vert, et la poussière brille en jaune orangé. Lorsque nous sortons de la nébuleuse d'Orion et que nous nous élevons au-dessus du plan galactique, les bras en spirale de la Voie lactée deviennent visibles. Notre Soleil, que tu ne peux pas distinguer à cette hauteur au-dessus de la galaxie, se trouve dans l'éperon d'Orion, qui se trouve entre le bras extérieur de Persée et le bras intérieur du Sagittaire. Tu peux remarquer que le centre de la Voie lactée arbore une barre magnétique étincelante qui joue un rôle essentiel dans la formation des étoiles. Plus de 70% des galaxies proches comportent de telles barres magnétiques. C'est le signe d'une galaxie mature. Seulement 20% des galaxies lointaines contiennent des barres magnétiques dans leur noyau. Au fait, chers passagers, le bar à jus est maintenant ouvert. Notre serveur, H1, va prendre vos commandes. Voici la galaxie d'Andromède, loin, très loin sur le côté bâbord. Mais permets-nous d'attirer ton attention sur les nombreuses galaxies naines, plus de 40 d'entre elles, qui peuplent notre voisinage galactique. Nous nous dirigeons vers l'une d'entre elles à présent, le Grand Nuage de Magellan. GNM, pour les astronomes, est une galaxie satellite naine irrégulière de la Voie lactée, contenant environ 30 milliards d'étoiles. Elle abrite une région de formation d'étoiles dynamiques, appelée la nébuleuse de la Tarentule, que nous allons traverser sous peu. Bien sûr, s'il y a un grand nuage de Magellan, il doit y avoir un petit nuage de Magellan, PNM. Le voilà, en dessous et à gauche de son grand frère. La Voie lactée finira par ingérer les deux galaxies naines. Certains préfèrent le terme accrété, mais le résultat est le même. Si tu utilises à nouveau tes lunettes teintées, tu peux voir que le GNM a arraché une énorme quantité de gaz au PNM au cours de leur interaction gravitationnelle pendant des millions d'années. Nous nous dirigeons maintenant hors de la Voie lactée à une distance d'environ 50 km/s, c'est-à-dire 50 000 parsecs ou environ 163 000 années-lumière. Mais au fait, qu'est-ce qu'un parsec? Un parsec correspond à environ 3,26 années-lumière, sachant qu'une année-lumière correspond à environ 9,46 billions de kilomètres. Le mot parsec est une combinaison de deux mots, parallaxe et seconde. La parallaxe est le décalage qu'un objet semble opérer lorsqu'il est observé de deux points de vue différents. En regardant un objet avec ton œil gauche, puis ton œil droit, tu verras que l'objet semble se déplacer. C'est la parallaxe. Lorsqu'un objet astronomique est photographié depuis la Terre, puis à nouveau 6 mois plus tard, lorsqu'elle se trouve de l'autre côté du Soleil, le décalage est mesurable en degrés d'arc ou en minutes d'arc, en secondes d'arc et jusqu'à des millisecondes d'arc. Un parsec est une parallaxe d'une seconde d'arc, qui correspond à environ 3,26 années-lumière. Comme tu ne peux pas vraiment mesurer une année-lumière avec une règle ou un mètre à ruban, les parsecs sont un moyen scientifique d'indiquer la distance d'une étoile ou d'un objet à l'intérieur de la galaxie. Plus la parallaxe est grande, plus l'objet est proche. Plus la parallaxe est petite, plus il est éloigné. Tout droit au cœur de la nébuleuse de la Tarentule se trouve l'amas d'étoiles R136. À une distance d'une année-lumière, il y a plus de 40 étoiles, ayant chacune une masse plus de 50 fois supérieure à celle du Soleil. En comparaison, on ne trouve pas une seule autre étoile à moins de 4 années-lumière de notre étoile mère. Ce qui est une bonne chose.
tu peux observer la supernova 1987A à environ 2 heures au-dessus de toi. Une étoile géante bleue a subi une implosion de son noyau, ce qui a donné lieu à une supernova de type 2, 100 millions de fois plus brillante que le Soleil. Elle a laissé derrière elle une étoile à neutrons enveloppée de poussière et de gaz, ainsi qu'un feu d'artifice des plus spectaculaires. 1987A, dans le Grand Nuage de Magellan, est la supernova la plus proche de la Terre à s'être produite depuis l'an 1604. Elle a eu lieu au sein de la Voie lactée, à environ 20 000 années-lumière de notre planète, et on a rapporté à l'époque qu'elle avait été visible en plein jour pendant environ 2 semaines. Après que 1987A soit devenue une supernova, parce qu'il s'agissait d'une étoile géante bleue, les spéculations se sont multipliées sur le fait que l'étoile géante bleue Rigel, l'étoile du pied de la constellation d'Orion, pourrait bien devenir une supernova dans un avenir pas si lointain, à moins qu'elle n'en soit déjà là. Rigel se trouve à environ 860 années-lumière de la Terre. Donc, tout ce qui arrive à Rigel prendrait environ 860 ans avant d'être observé sur Terre. La supernova 1987A a éjecté des éléments lourds comme le cobalt, le nickel, le fer et des silicates plus légers dans la nébuleuse de la Tarentule où ils formeront les éléments de base de nouvelles étoiles et de nouvelles planètes. Notre serveur propose à présent des collations sur le thème de l'espace. Pour les enfants, nous recommandons la barbe à papa façon Jupiter. Le prochain arrêt est la galaxie d'Andromède et ses environs. Remarque son halo, alors que nous laissons derrière nous la Voie lactée et ses 300 milliards d'étoiles. Pas moins de 150 amas globulaires résident dans ce halo galactique. Ils gravitent autour du disque et contiennent certaines des plus vieilles étoiles de l'univers. La façon dont elles sont arrivées ici, dans notre galaxie natale, fait l'objet d'études poussées. Tu remarqueras NGC 6822, une galaxie naine irrégulière à tribord. NGC fait référence au nouveau catalogue général des objets astronomiques. On pourrait penser qu'il y a eu un ancien catalogue général, mais ce n'est pas le cas. Il y a juste un nouveau catalogue. Il existe toutefois un nouveau catalogue général révisé auquel les astronomes se réfèrent régulièrement. Voilà qui clarifie les choses, n'est-ce pas? En passant devant NGC 6822, tu remarqueras une barre magnétique qui commence à se former et les taches brillantes de nouvelles formations d'étoiles. Cette galaxie a été découverte en 1884 par E.E. Barnard et est aussi appelée la galaxie de Barnard. Monsieur Barnard était un observateur astronomique hors pair. Un cratère sur la Lune porte son nom, un autre sur Mars, ainsi qu'une zone de Ganymède, la lune de Jupiter. Une planète mineure se dénomme également 819 Barnardiana, et l'étoile qui se déplace le plus rapidement dans le ciel, l'étoile de Barnard. Peu de gens ont autant inscrit leur nom au firmament qu'Edward Emerson Barnard. En approchant de la galaxie géante d'Andromède, avec ses billions d'étoiles, nous passerons au-dessus de son bord ouest et visiterons l'une de ses compagnes naines de l'énorme galaxie, M110 ou NGC 205. Oui, elle a aussi 2 noms. Tu n'as que l'embarras du choix. La première en son genre, une galaxie sphéroïdale naine d'environ 3,5 milliards de masse solaire. M110, ou NGC 205 si tu préfères, possède 8 amas globulaires près de son noyau. Elle sera aussi avalée ou accrétée par la galaxie d'Andromède. Elle a peut-être été déjà dépouillée d'une grande partie de ses étoiles et de son gaz, un point mis en évidence par l'absence générale de formation d'étoiles de M110. Et maintenant, notre dernier arrêt, M33, la galaxie du Triangle, la 3e et dernière galaxie spirale de notre groupe local. Située dans la petite constellation du Triangle, M33 fait environ la moitié de la taille de la Voie lactée. La galaxie du Triangle se trouve à 2,7 millions d'années-lumière de la Terre, mais elle est beaucoup plus proche de la galaxie d'Andromède et se déplace vers elle. Si les 2 galaxies spirales entrent en collision, cela pourrait modifier la trajectoire de la galaxie d'Andromède et empêcher sa collision prévue avec la Voie lactée. Et maintenant, un message important. Nous servirons le dîner lors de notre voyage de retour sur Terre. Tu as le choix entre du poulet ou du poisson. Nous espérons que tu as apprécié le voyage. Et si tu remplis notre questionnaire et que tu nous mets 5 étoiles, tu pourras même avoir un dessert.